petite chose, je suis Madame Zizi. Donc j'avais rectifié ça par rapport au programme avec Madame Romoli. Je fais une parenthèse. Justement, cette intervention, elle est faite en collaboration avec ma chère amie et collègue Fatima Zahra Ben Salah. Je pense que nous allons plus sortir du cadre juridique qui est assez rigide, qui est normalisé. On va un petit peu dévier vers le côté psychosociologique du comportement humain, je dirais, et individuel. Et comme vous l'avez cité, notre intervention s'intitule Vie privée Internet, attitude et comportement des salariés face à la violation de leurs données personnelles. Qui dit Internet, automatiquement dit connexion. Et comme vous le savez, disons, cette toile numérique a fait une percée fulgurante ces dernières années, réservée autrefois à des entreprises privilégiées quant aux transactions nationales et internationales effectuées. Les entreprises ciblent, grâce justement à ces réseaux, les utilisateurs et notamment les salariés d'entreprises, permettant d'accéder à de nombreuses fonctionnalités comme le partage des ressources ou encore des fichiers personnels ou professionnels. La mise en place d'un réseau interne en entreprise peut être source de conflits. En effet, bon nombre de salariés utilisent les réseaux d'Internet professionnels à des fins plus personnelles, ce qui pousse les responsables à assurer la protection de leurs biens et équipements. C'est dans l'objectif de veiller au rendement des employés dans leurs fonctions que les employeurs n'hésitent pas à contrôler les ressources fournies par l'entreprise. Et par ricochet, les salariés opposent un refus catégorique quant à leur droit à la vie privée, dans leurs activités professionnelles ou personnelles, en ligne au sein de leur travail. Aussi, certaines interrogations semblent-elles s'imposer d'elles-mêmes. La première, est-ce que les employeurs peuvent enfreindre justement le droit à la vie privée de leurs salariés sur Internet? Je pense que la réponse est tous les scientifiques et les professeurs pendant ces 2 journées qui répondront. Deuxième interrogation, comment ces derniers réagissent-ils, c'est-à-dire les salariés, et quelles attitudes et comportements sont-ils engendrés psychologiquement? Quels seraient les moyens communicationnels à adopter pour un meilleur respect du droit des salariés sur leurs données personnelles? Dans cette communication, nous voudrions cibler par une approche communicationnelle la protection des employés de toute intrusion par leur employeur en matière de vie privée. La première chose sur laquelle il faudrait s'interroger, c'est la relation d'abord entre l'employeur et l'employé. Tout d'abord, l'individu cherche un emploi, sûr et certain, et cherche justement à proposer une compétence au service d'un futur employeur. S'instaure alors une relation qui tendra à être à la fois une relation interpersonnelle, professionnelle et légale. Diverses interrogations s'imposent dans ce sens. Quel type de relation y aura-t-il? Comment le salarié pourrait-il ressentir un sentiment de bien-être? Y a-t-il un contrat psychologique entre les 2 parties? Et au niveau justement de ce contrat psychologique, la psychologie organisationnelle la définit comme des croyances individuelles modelées par l'organisation relative au terme d'un accord d'échange réciproque entre l'individu et son organisation. Et dans les fondements psychologiques du contrat, les sentiments d'équité, de confiance, de bienveillance et d'estime restent primordiaux pour toute relation interpersonnelle entre employé et employeur. Donc, dans ce sens, nous définirons justement, pas le contrat, bien sûr, dans le sens juridique, où la dimension consensuelle n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que justement, elle implique une sanction qui pourrait être éventuellement sévère, mais nous l'aborderons du point de vue communicationnel dans la relation organisationnelle. Malgré tout, nous nous appuierons sur 3 fonctionnalités qui régissent le contrat, car elles seront prises comme plateforme à l'analyse du comportement. Alors le contrat, en effet, il y a 3 points finaux. La première chose, il va servir à définir les procédures par lesquelles les actions des agents deviennent compatibles. Deuxième point, il va instituer des mécanismes destinés à s'assurer que les parties respectent les engagements qu'elles ont pris. Et en troisième point, il va prévoir des règles de partage du fruit de la coordination. Aussi, dans la convention contractuelle, le facteur de la confiance reste-t-il primordial et nécessaire? Il peut être décliné en 8 concepts. Premier concept, c'est la fiabilité. Deuxième, c'est l'expérience antérieure. Troisième, l'intégrité. Par la suite vient l'honnêteté de l'autre partie.
S'ensuit la compétence, par ailleurs la bonne volonté, la vulnérabilité et finalement la loyauté. Alors, comme vous allez voir, mon intervention va être ponctuée d'interrogations. Autre interrogation, qu'en est-il de la fidélité organisationnelle dans le contrat psychologique? Dans cette optique, le contrat psychologique implique une relation saine au niveau interpersonnel. L'employé ne pourrait se sentir en confiance et détenir un sentiment de bien-être que si l'employeur a la même perception du contrat. De là, la priorité d'une communication constante afin d'aligner les perceptions respectives et d'assurer un degré d'équilibre acceptable entre les obligations de l'employeur et celles de l'employé doit exister. Il est vrai que l'employeur veille au rendement de l'entreprise et tend parfois à présenter et à éclaircir le contrat dès l'entretien d'embauche. Ce dernier définit les prémices d'une relation et sera l'occasion d'établir les règles instaurées par l'organisation. Aussi, le bien-être commence-t-il dès cet instant, puisque le salarié qui recherchait auparavant une opportunité de travail dans une entreprise se voit entrer dans une organisation où le professionnel rime avec l'interpersonnel. Dès lors, ce même employé s'approprie l'espace du travail dans lequel il s'identifiera. Le sentiment d'équilibre entre espace et individu entre en corrélation avec le sentiment de sérénité interne. Dans cet état comportemental, le salarié représente la citoyenneté organisationnelle. Il va s'impliquer affectivement et par ricochet, cela impactera de façon positive sa performance. Cependant, d'une part, le travail routinier pousse les salariés à rompre en partie les principes du contrat psychologique et d'autre part, l'accès aux outils informatiques internes pour des fins personnelles. Tout ça va briser l'engagement initial entre l'employeur et le salarié. Cet engagement va être considéré comme un processus socio-psychologique permettant de désigner des formes d'action individuelles, mais aussi collectives. Dans les actes et les actions de l'engagement, quelle place recouvre la vie privée dans l'esprit du salarié et de son employeur? La notion de vie privée, comme tout le monde le sait, c'est le droit d'être laissé seul. Mais en milieu professionnel, peut-on dire être seul? Car en intégrant une organisation, un employé est une entité qui participe à la vie organisationnelle. Ainsi, toute information numérique, au travers le réseau informatique et circulant au sein de l'entreprise, n'est-elle pas propriété de l'entreprise? Ces interrogations sont légitimes, car les moyens de communication et d'information internes, tels qu'Internet par exemple, sont devenus au fil des années des outils de travail et des lieux de stockage de la richesse de l'entreprise. Malgré les facilités qu'ils procurent, ils sont devenus des sources de tension entre, bien sûr, les deux parties employés et employeurs. En effet, pour les salariés, ces outils sont ludiques, ils sont faciles à utiliser et offrent un accès instantané et quasi illimité à une multitude d'informations utiles. Sur le plan professionnel, les employés utilisent l'Internet soit pour consulter les sites spécialisés ou alors participer à des forums de discussion pour défendre par exemple ou promouvoir justement la politique de l'entreprise. Ces salariés ont recours au courrier électronique afin de communiquer avec leurs collègues de travail ou leurs contacts d'affaires externes. Sur le plan personnel, ils peuvent par exemple utiliser le réseau pour organiser leurs vacances ou autres loisirs, faire leurs courses en ligne, se livrer à des jeux virtuels, etc. Toutefois, ces activités en ligne privée représentent des charges en termes de coûts et d'espace auxquels les salariés n'ont rarement conscience. Aussi, l'aspect financier peut être une grande importance pour l'entreprise puisque l'utilisation du réseau à des fins personnelles peut avoir, merci, il me reste 5 minutes, peut parfois représenter la moitié du débit. Par ailleurs, la visite de certains sites et de téléchargement de divers contenus, comme tout ce qui est logiciel, vidéo, etc., peuvent contribuer à ralentir le fonctionnement du flux d'informations et par ricochet, cela peut éventuellement ralentir le travail des collaborateurs. Qu'en est-il des réticences justement de l'employeur? La seule crainte de l'employeur justement c'est la rentabilité, la productivité dans le travail et le temps, le gain de temps justement. Mais ces activités privées des salariés peuvent aussi engendrer de nombreux risques comme une contamination par les virus ou alors des logiciels espions. Et cela serait une atteinte directe au droit de la propriété intellectuelle. Vu qu'il ne me reste que quelques minutes, je dirais directement vers la dernière interrogation. Quelle communication ces employeurs pourraient-ils
recourir. Justement, là, je voudrais juste un petit peu cibler le comportement du changement en communication. Comment persuader l'individu? Comment faire changer ses comportements? Outre le cadre juridique interne de l'entreprise qui réglementerait l'utilisation d'Internet à usage privé, le comportement même de l'employeur dans l'application des normes interfère avec le sentiment d'appartenance et d'intégration du salarié. Comme nous l'avons souligné plus haut, psychologiquement, l'employé va s'approprier non seulement l'environnement de travail, mais également le matériel. Et c'est la théorie du comportement qui a expliqué la manière dont un comportement est généré. Selon cette théorie, tout comportement humain est précédé d'une intention de se comporter, alors que l'attitude est l'évaluation positive ou bien négative faite par un individu à propos d'un comportement. Ces éléments sont à leur tour déterminés par des croyances que l'individu a développées. Et rapidement, il y a 3 types de croyances. La première croyance, c'est la croyance comportementale. Un exemple pour vous mettre, si j'ose le dire, dans le bain. Quelle serait la perception que les employés ont sur les avantages et les inconvénients à produire le comportement lorsqu'ils se connectent à des fins personnelles sur Internet? Quelle satisfaction ressent-il? Est-ce une sortie de la routine quotidienne ou alors une occasion de régler certaines affaires personnelles et d'économiser finalement quelques centimes? En se connectant ainsi, le salarié a une parfaite conscience de ses gestes. La deuxième croyance est normative. Si le salarié décide de se connecter et de consulter ses données personnelles, ne le fait-il pas parce que les autres membres de l'équipe le font? Si le règlement interne de l'organisation ne stipule en aucune façon la restriction à la consultation personnelle des données, l'employeur a-t-il le droit de surveiller les données personnelles justement du salarié? Donc il y a pas mal justement d'interrogations. Et la troisième croyance, c'est la croyance de contrôle. La perception de l'environnement qui contribuerait... Tout d'abord, je tiens à rectifier. C'est Madame Mounia Zizi, je rectifie. Désolée, mais on est contraint. Il y a un match de football, je crois, et les gens ils sont liés. Nous, on est des Marocains, donc la citoyenneté, ça coule dans le sang, donc on est obligé. À la prochaine. Inch'Allah, il va y avoir une occasion de publier ça sur un article qu'on va se concerter pour le mettre en œuvre, Inch'Allah, ensemble. Donc, merci. Et certainement, votre intervention a suscité beaucoup de questions. Et moi, j'ai une question. C'est que l'usage des outils de travail par les salariés pour des fins non professionnelles. Et ça, c'est là la question. Donc, faut-il une sensibilisation pour ces salariés? Et je tiens à évoquer l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne la SNCF, qui a soulevé que même en utilisant un ordinateur et mentionnant vie privée, il faut le mentionner très bien pour le salarié, pour que ça se comprend que c'est une vie privée et que l'employeur n'a pas le droit de s'immiscer, même si c'est un outil de travail mis à la disposition du salarié. Donc on passe ونمر الآن إلى الأستاذ أحمد مروان الوهابي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان، ونشكره على تكبد عناء السفر والمشاركة في هذه الندوة العلمية التي سيغنيها إن شاء الله من حيث الجانب التجاري وخصوصا الجانب المعاملاتي عن طريق يعني استعمال البطاقات البنكية، والتي سيحاول من خلالها استعراض يعني مظاهر هذه الحماية وكذلك الاستعمال لهذه البطاقة. ونمرر الآن الكلمة للأستاذ مع انضمامنا جميعا ل 15 دقيقة وشكرا.